Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence pour ce webinaire donc dédié à un levier marketing indispensable, la stratégie d'emailing et de newsletter. Aujourd'hui, l'email reste l'un des canaux les plus efficaces pour toucher, engager et fidéliser votre audience. Pourtant, son potentiel est souvent sous-exploité, faute de méthode ou de vision claire. Donc là, l'enjeu de ce webinaire est double. C'est comprendre comment structurer une approche efficace et agir pour passer de la théorie à la pratique afin de renforcer votre relation client, d'optimiser votre temps et d'amplifier vos résultats. Donc pour nous guider aujourd'hui dans cette réflexion, nous avons l'honneur d'accueillir Bertrand Médici, expert en marketing digital et communication. À l'issue de son intervention, on prendra quelques minutes pour une session de questions-réponses. Voilà. Bertrand, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire. Merci à Daya et à Wendy de me proposer cette opportunité, justement, effectivement, de vous parler d'un canal de marketing digital qui est très important et parfois un peu négligé. C'est le canal de l'emailing ou de la newsletter. J'interviens pour le compte du CNFCE, donc, qui représente 39 000 professionnels, 2000 formations, plus de 2000 formations en catalogue et plus de 50 thématiques différentes. Pour me présenter rapidement, je suis aujourd'hui consultant et formateur en marketing digital sur les différents canaux du marketing digital. Je suis professionnel du marketing digital depuis 2003. J'ai travaillé en agence, j'ai travaillé chez l'annonceur, j'ai créé ma propre agence aussi. Et je suis spécialiste particulièrement de toutes les techniques liées à la génération de leads et à l'acquisition de clients grâce aux outils du marketing digital et grâce aux différents canaux, que ce soit l'emailing, que ce soit les réseaux sociaux, l'influence, l'inbound marketing, etc., etc. Et aujourd'hui, donc, je suis consultant et formateur sur toutes les thématiques liées au marketing digital, à la communication et à la vente, souvent dans une logique de génération de leads ou d'acquisition de clients. Et aujourd'hui, on va parler de l'emailing avec un chiffre déjà 36, 36 euros. 36 euros, c'est le montant qu'on peut espérer récupérer à chaque fois qu'on investit 1 euro en marketing digital, ce qui en fait, en email marketing, pardon, ce qui en fait le canal marketing avec le meilleur ROI, le meilleur retour sur investissement devant les réseaux sociaux, devant le SEO, en fait, devant l'ensemble des canaux du marketing digital. On a souvent tendance, pardon, à penser que l'emailing est mort, que les gens n'emailent plus parce qu'ils chattent, qu'il y a trop d'emails, il y a trop de spam, etc. Ça ne fonctionne pas. En fait, c'est faux. L'emailing reste le canal avec le meilleur retour sur investissement pour plusieurs raisons. D'abord, parce que 100% des internautes ont une adresse email. Hein. Rappelez-vous que tous les internautes ne sont pas sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne sont pas sur Facebook, qui ne sont pas sur Instagram, qui n'utilisent pas Google, qui préfèrent utiliser Bing, etc. Donc, le seul canal qui vraiment est capable de toucher 100% des internautes, c'est l'email. On a tous une adresse email, ne serait-ce que pour l'électricité, le gaz, Internet, le téléphone, etc. Après, on a une adresse pro aussi pour beaucoup d'entre nous. Donc, on a au minimum une adresse email et on est contactable via ce canal. En B2B, euh, quasiment tous les professionnels ont une adresse email et en B2C, comme je le disais, l'ensemble des internautes a une adresse email. Donc, 100% de l'audience est adressable en tout cas via l'email marketing. C'est aussi gratuit. Aussi bien la collecte d'adresses email que l'envoi d'email sont gratuits. Il faut payer une plateforme, en général, on reviendra là-dessus, mais il n'y a pas de frais d'envoi d'emailing, contrairement aux frais qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux quand on fait de la publicité ou aux frais qu'on peut avoir en influence quand on doit payer un influenceur pour vendre ses produits. Là, on est sur une solution gratuite. L'email est utilisé quotidiennement. Les gens non seulement ont une adresse email, comme je disais tout à l'heure, mais la consultent quotidiennement. Et puis, c'est un canal que vous contrôlez. Il faut se rappeler hein, que les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas. Quand on a une page LinkedIn, une page Facebook, un compte Instagram, un compte TikTok, on peut avoir des milliers ou des millions de followers. Mais les règles pourraient changer du jour au lendemain. On ne maîtrise ni
les règles de la plateforme, ni son algorithme, ni ses conditions d'utilisation. Et donc, on est tributaire d'une plateforme. Alors que, avec l'emailing, les adresses que l'on va collecter sont des adresses qui nous appartiennent. Les envois que l'on va faire, on les maîtrise complètement. Donc, c'est un canal que l'on maîtrise de A à Z et qui nous appartient, qui constitue une des richesses de l'entreprise. On va accumuler des adresses email de clients, de prospects, de partenaires, etc. Et on va pouvoir les utiliser et les garder toute la durée de vie de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le programme de ce webinaire, c'est de passer d'un envoi comme ça au radar, d'une stratégie qui n'est pas très développée ou de questions qu'on peut se poser sur comment utiliser l'email marketing, à une stratégie plus claire et qui va permettre pardon, de générer du business. On verra dans un premier temps la différence entre l'emailing et la newsletter, les différences de chacun et lequel choisir ou comment les choisir en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Ensuite, on verra comment construire une liste efficace de la collecte au suivi des réglementations et à la segmentation. On s'attardera aussi sur la façon de concevoir ces emails, notamment l'objet, la structure, le sitier et comment personnaliser ces emails. Et puis enfin, on regardera les outils de mesure, quelles sont les plateformes, quels sont les KPI de l'emailing, donc les indicateurs clés, les indicateurs de performance, et comment est-ce qu'on peut optimiser ces emails. Et puis, bien sûr, on aura une session de questions-réponses d'un quart d'heure environ, où vous pourrez poser toutes les questions que vous avez sur ce sujet de l'emailing. Alors déjà, effectivement, quand on parle d'emailing, il y a plusieurs choses. Il y a l'emailing, notamment l'emailing de prospection, et puis il y a la newsletter, qui sont des outils qui sont souvent complémentaires et pas opposés. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcé de choisir entre l'emailing ou la newsletter. On peut au contraire, et c'est peut-être même encouragé, combiner les deux. Les principales différences, c'est dans la logique d'utilisation. La newsletter, ça va être un email qu'on envoie régulièrement avec un contenu éditorial régulier. J'imagine que vous êtes tous déjà abonnés à des newsletters, donc je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais l'idée, c'est de recevoir un contenu régulier auquel on s'attend, qu'on a demandé, qui revient toutes les semaines, tous les mois, etc. Et l'objectif, il est surtout dans la fidélisation et l'entretien de la relation, puisqu'on est voilà, sur une relation d'un utilisateur qui attend une newsletter, d'un annonceur qui envoie, mais pas forcément pour faire de la vente, plus pour informer, pour relancer, pour proposer des nouvelles solutions, etc. On a un rythme qui est régulier, qui est un rythme hebdomadaire, mensuel, etc. Un ton qui est assez proche en général, puisqu'on sait à qui on s'adresse, les gens se sont inscrits. On va peut-être les appeler par son nom, bonjour Stéphanie, bonjour Lucas, etc. On peut personnaliser parce qu'on connaît les gens qui se sont inscrits et on va donner des conseils, on va parler d'actualité, on va présenter des événements. Voilà, la newsletter, elle est très très efficace pour fidéliser des gens qui sont soit des clients, soit des prospects qui n'ont pas encore franchi le pas de devenir clients. Mais voilà, fidéliser une audience qui est intéressée par ce qu'on propose mais n'a pas forcément encore franchi le pas de s'inscrire, de s'abonner, d'acheter nos produits ou nos services. Donc, on va garder la relation pour rester présent dans leur esprit et on va s'établir comme une personne de référence. Un peu comme sur LinkedIn, certains postent régulièrement sur un sujet qu'ils maîtrisent particulièrement pour s'imposer comme référent de ce sujet. On va s'imposer comme un référent dans la finance, dans le voyage, dans le tourisme, dans le sport, etc., pour que les gens nous gardent en tête et qu'un jour ou l'autre, ils achètent ou ils réachètent, s'inscrivent ou ils se réinscrivent, ils s'abonnent ou ils se réabonnent à nos produits ou nos services. L'email marketing, lui, en revanche, c'est plus un message ciblé à visée commerciale, c'est-à-dire c'est souvent un email de prospection. L'objectif va être de vendre, de convertir une personne qui a déjà été client ou pas, qui est prospect. C'est un envoi plus ponctuel, hein, donc qui va viser à s'adresser directement à une personne spécifique pour lui faire accomplir une action donnée. Donc, on aura ce qu'on appelle un CTA, un call to action, c'est-à-dire qu'on va inciter la personne à s'engager. Autant sur la newsletter, on va avoir plusieurs sujets présentés et la personne pourra cliquer ou pas dans l'email pour aller plus loin
sur ce qui est présenté. Autant là, dans l'email marketing, on est vraiment dans une logique où on veut convertir, donc on veut engager la personne à qui on s'adresse et on veut qu'elle applique l'une des actions qui sont proposées. En général, je reviendrai là-dessus, il y a un CTA principal qui est en général de proposer d'acheter un produit ou de s'inscrire à un service. Et puis des CTA peut-être secondaires, ça peut être suivez nos réseaux sociaux, ça peut être apprenez-en plus sur notre entreprise, consultez nos brochures, téléchargez un document, etc. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment d'engager la personne de manière assez ponctuelle. Donc on n'est pas forcément dans le même ton proche et informatif que la newsletter, on est plus dans la promotion, la mise en avant d'un produit ou un service, le lancement d'un produit, la relance peut-être pour un abonnement de panier, un abandon de panier, pardon. Voilà, on est sur une action déterminée, on a un message et on veut que la personne s'engage et réagisse à notre email. Alors les deux coexistent dans une bonne stratégie, puisqu'on peut très bien avoir d'un côté une newsletter régulière qui peut s'adapter, ça peut être pour les clients, ça peut être pour les prospects, on peut avoir deux newsletters, on peut combiner les deux, etc. Et puis de l'autre côté, on va envoyer des emails réguliers pour de la prospection, pour annoncer un nouvel événement, pour annoncer une nouvelle ligne de produits, pour des situations particulières comme des promotions, des soldes, des paniers qui ont été commencés, des abandons de paniers, etc., etc. Alors, quel format choisir? Évidemment, ça dépendra de l'objectif, hein. Comme j'ai déjà commencé à le dire, la newsletter est très utile dans tout ce qui est à la fois acquisition de notoriété auprès des prospects et fidélisation auprès des clients. Notoriété auprès des prospects, c'est-à-dire continuer à se faire connaître et à s'établir dans un domaine particulier et être présent à l'esprit de ces gens-là le jour où ils auront besoin d'acheter effectivement un produit ou un service. Et fidélisation, euh, pour les clients en particulier, rester aussi là présent à l'esprit. Les clients qui ont manifesté leur intérêt pour notre produit ou notre service, on va continuer à les alimenter avec des informations, avec des nouveautés, avec des nouvelles fonctionnalités, avec des nouveaux produits, avec des événements, avec de l'actualité sur les sujets qui les intéressent. Donc la newsletter, c'est bien, j'ai même envie de dire, c'est indispensable. Et moi, je conseille à tout entrepreneur, quel que soit son domaine, de commencer à collecter des adresses email dans l'objectif de commencer tôt ou tard. On n'a pas forcément toujours la possibilité de commencer maintenant pour des raisons de temps, pour des raisons de ressources, éventuellement pour des raisons financières. Mais en tout cas, de commencer à collecter des adresses pour être capable un jour ou l'autre de se lancer dans la newsletter et dans l'email marketing. Donc, commencer à collecter des adresses, très concrètement, c'est mettre un formulaire sur son site, partager le formulaire d'inscription sur les réseaux sociaux, inscrire les clients à partir de son CRM, à partir des documents qu'on peut avoir, à partir de tout ce qui peut permettre de rassembler des adresses email. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie des richesses de l'entreprise. Donc, on va collecter des adresses email et dès qu'on a la possibilité, on pourra mettre en place une newsletter. Ça peut être hebdomadaire, mais ça peut être mensuel, ça peut même être trimestriel si vraiment on n'a pas vraiment les ressources et le temps à consacrer. Mais au moins, on entretient une relation régulière. Alors, il ne faut pas que ça soit moins que le trimestre parce que les gens risquent d'oublier qui vous êtes, ce que vous proposez et pourquoi ils se sont inscrits. Mais voilà, essayez d'avoir un canal régulier de communication avec des gens qui nous connaissent et qui nous font confiance, a priori, puisqu'ils se sont inscrits. Si on est plutôt sur un objectif de vente et de conversion, l'email marketing va être intéressant puisque à partir de ces mêmes adresses collectées, on peut aussi décider de partir sur non pas une newsletter, mais des emails réguliers. On annonce les promos, on annonce les soldes, on annonce les nouveaux produits, on annonce des événements, on annonce un webinaire, on annonce la participation à un salon, etc., etc. On est dans un objectif, comme je le disais tout à l'heure, où on va engager les internautes et où on va les inciter à agir, à cliquer sur un bouton, sur un lien pour arriver sur une page et s'inscrire, télécharger, prendre un rendez-vous, acheter un produit, etc.
Si on est sur un objectif d'onboarding client, suite à par exemple la vente d'un service logiciel, on peut aussi avoir un autre type d'emailing dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui sont ce qu'on appelle les séquences automatisées. C'est-à-dire que par exemple, je m'inscris à un service, je m'inscris à un email pardon, un logiciel de gestion de paie, par exemple, ou un logiciel RH, logiciel de finance, etc. Je reçois un premier email au bout d'une journée de 24 heures qui m'explique un peu comment démarrer avec le logiciel. Je reçois un email au bout de 3 jours sur une première fonctionnalité. Je reçois un email 7 jours après, en fonction de ce que si j'ai commencé ou pas, qui m'invite à commencer à utiliser le logiciel si j'ai pas commencé, ou à l'inverse si j'ai déjà commencé, qui me propose d'autres fonctionnalités, etc., etc. On va proposer une séquence d'emails automatisés qui va permettre d'accompagner les utilisateurs dans l'utilisation du logiciel et donc s'assurer qu'ils utilisent le logiciel, qu'ils le connaissent, qu'ils l'apprécient et qu'ils vont rester abonnés, puisqu'on est dans une logique d'onboarding pour de la fidélisation, évidemment, pour que les gens soient satisfaits de leur achat, mais aussi pour qu'ils restent abonnés au logiciel auquel ils se sont inscrits. Je peux avoir aussi un objectif de relation post-achat, tout ce qu'on appelle les emails transactionnels. Ça va être une confirmation de commande, ça va être informer des clients sur la livraison, sur la garantie, sur la mise en place du produit, etc. Là, ce sont des emails qui sont liés à un achat, liés à une inscription, mais qui souvent sont aussi des emails très importants puisqu'ils vont faciliter le processus d'achat et améliorer l'expérience utilisateur. C'est toujours intéressant de savoir où en est la livraison, comment on va être livré, quelles sont les modalités, quelles sont les modalités de garantie, quelles sont les modalités d'utilisation d'un produit ou d'un service qu'on a acheté. Donc, on a aussi ces emails transactionnels qu'il faut intégrer dans sa stratégie d'emailing et qui permettent de garder une relation post-achat, de s'assurer qu'après l'achat, notre client va être satisfait déjà de son expérience et va garder un bon contact et une image positive de l'entreprise. Donc ça aussi, c'est un type d'email qu'il faut intégrer dans sa stratégie, surtout si on est dans l'e-commerce ou dans la vente de logiciels SaaS ou de produits où on a besoin d'informer le client sur un process et sur ce qui va se passer ensuite. Donc c'est pour ça qu'en général, on combine généralement plusieurs de ces formats selon le parcours client. Certains apparaissent en amont, avant l'achat, certains au moment de l'achat et puis certains après l'achat. Et donc on va combiner différents types d'emails pour différents types de situations, différents types de clients et différents types d'étapes de parcours d'achat. Pour ça, on a donc les emails qui sont faits manuellement. Souvent, une newsletter, il y a une grosse partie qui est faite manuellement. On va mettre à jour la newsletter, souvent à partir d'un template qu'on a préparé les semaines ou les mois précédents. Sur les emails de prospection, il y a beaucoup de choses qui se font aussi manuellement, mais on peut aussi avoir recours à de l'automatisation. C'est le cas notamment des séquences d'emails qui sont envoyées en fonction du comportement ou du profil d'un internaute ou d'un abonné. Ça peut être le comportement donc lié à un achat, lié à une inscription, lié à l'ouverture d'un email, ou ça peut être en fonction des profils. On reçoit un email parce que c'est votre anniversaire, parce que votre contrat va se terminer, parce que vous êtes un client qui n'a pas acheté depuis un moment, ou à l'inverse parce que vous avez acheté récemment. Donc, tous ces éléments-là peuvent déterminer l'envoi d'emails automatiques. Et pour ça, on va utiliser un logiciel et on va construire des scénarios si, donc comme on le voit ici sur la droite de l'écran, si la personne fait telle action, alors on attend 2 jours et puis on envoie tel email. Bon, là, on a un scénario très simple puisqu'il se termine à ce moment-là. On pourra avoir un scénario plus compliqué. Si ensuite il fait ça, ben, il reçoit cet email-là. Si au contraire, il a telle action et il reçoit cet email-là, on attend encore 2 jours, on envoie un email, etc., etc. Donc, on va ajouter des conditions, on va ajouter des déclencheurs l'action qui est faite. On va ajouter des règles. S'il fait ça, alors ça. Et on va pouvoir comme ça programmer des séquences d'emails qui permettent, donc, comme je le disais, d'onboarder des utilisateurs, mais qui peuvent aussi permettre
d'amener à maturation des prospects, comme on dit, hein, de nurturer des prospects, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas encore prêts à l'achat, de leur envoyer des emails régulièrement pour leur présenter nos produits, leur présenter des cas d'usage, leur présenter des témoignages clients qui vont les inciter à passer à l'action, c'est-à-dire à devenir clients à plus ou moins long terme. Pour ces automatisations, pardon, on va choisir des destinataires, évidemment, hein, en fonction de leurs conditions, des actions qu'ils ont faites. Ils sont venus sur notre site, ils ont téléchargé une brochure, ils se sont inscrits à un événement, ils ont demandé une démo, etc. Ils vont recevoir des séries d'emails que l'on aura programmées, on aura choisi les destinataires, on aura lancé l'automatisation et on va pouvoir comme ça euh, leur envoyer une séquence étalé dans le temps et qui permet de petit à petit les amener à être plus au courant de ce qu'on propose, des bénéfices pour eux et de les inciter à passer à l'action. C'est très efficace hein, pour générer des leads, faire mûrir des prospects, onboarder les nouveaux utilisateurs, mais aussi fidéliser des clients déjà acquis et les inciter à l'utilisation des produits ou des services ou au réachat. Pour que cette stratégie d'emailing soit vraiment efficace, il faut vraiment travailler sur trois éléments, la cible, le message et l'analyse des résultats. La cible, c'est très important puisque, comme je le disais au départ, on est avec l'emailing sur une stratégie, un outil marketing digital qui est très efficace, mais qui est très galvaudé aussi. On a tous beaucoup d'emails dans notre mailbox, on a tous beaucoup de spam, on lit beaucoup de choses en diagonale, voire on lit pas du tout, on efface tout de suite. Donc, on a besoin aujourd'hui, pour que l'emailing soit efficace, de personnaliser, d'envoyer des choses pertinentes à des gens qui sont ciblés et à qui on va envoyer un message très clair, très pertinent, très personnalisé, qui leur correspond. Sinon, la sanction est immédiate, soit on n'est pas lu, on est effacé, soit même pire, les gens se désabonnent, et donc on perd certains de ses abonnés, donc on perd un petit peu de la richesse de notre entreprise. Chaque abonné a un coût, a une valeur marchande finalement pour l'entreprise, et donc à chaque fois qu'on perd des gens, que les gens se désabonnent, c'est un petit peu d'argent qui disparaît finalement, en tout cas une opportunité d'avoir un client ou un nouveau client ou un client en réachat qui va se désabonner, donc qui va disparaître de notre base de données. Donc, c'est important de vraiment segmenter, d'avoir déjà une audience. On n'écrit pas à tout le monde, on écrit à des gens qui sont intéressés par nos produits et nos services. Et idéalement, auprès de ces gens-là, on va même cibler, on va segmenter. On peut segmenter les prospects versus les clients actuels qu'on veut fidéliser. On peut segmenter en fonction du parcours d'achat. Les gens qui sont une phase, hein, vous savez, le parcours d'achat, on a la prise en compte d'un besoin, l'analyse des solutions et la décision. On a ces trois phases-là. En fonction de la phase du parcours d'achat, on peut segmenter et envoyer des messages différents. On peut envoyer des messages différents en fonction du type d'acheteur, du type de produit acheté, de la personnalité de l'acheteur, de ses centres d'intérêt, de l'intérêt des produits, les produits qui l'intéressent particulièrement. La Fnac, par exemple, peut vous proposer de vous abonner à une newsletter sur les livres ou sur l'informatique ou sur les spectacles. Et vous n'êtes pas forcément intéressé par l'ensemble des produits de la Fnac. Donc, si elle est capable de segmenter son audience, elle vous donnera des produits qui correspondent effectivement à ce qui vous intéresse le plus et qui vous permet de rester abonné. Donc, on va segmenter son audience, on va la diviser en groupes homogènes de personnes qui sont intéressées ou qui ont des caractéristiques particulières du fait de leur profil sociodémographique, du fait de leur comportement d'achat, du fait de leur historique avec votre entreprise. Ils ont des conditions particulières et donc on va s'adapter à ces gens-là. On va ensuite se centrer sur le message. Le message est très important. C'est important quand on fait de l'emailing d'apporter de la valeur ajoutée, surtout sur la newsletter. Sur l'emailing de prospection, évidemment, on est sur quelque chose d'un petit peu différent, même s'il y aura aussi de la valeur ajoutée. L'idée, c'est vraiment de proposer ou un produit ou un service qui est pertinent pour l'utilisateur. Mais c'est surtout vrai pour les newsletters. Il faut qu'on ait un contenu intéressant, un contenu qui va éduquer, qui va informer, qui va distraire, qui va plaire à l'utilisateur.
Et ça, c'est très important de travailler sur quelque chose où on apporte de la valeur, on est pertinent et on personnalise le message à nos internautes, à nos utilisateurs. Et puis, il va falloir analyser les résultats. On a la possibilité aujourd'hui, c'est aussi une des puissances de l'emailing, de savoir combien d'emails ont été délivrés, qui les a ouverts, qui les a lus, où est-ce qu'ils ont cliqué, quelle est leur attitude en général par rapport à nos emails. Est-ce qu'ils les ouvrent tous? Est-ce qu'ils ouvrent de temps en temps? Est-ce qu'ils lisent? Est-ce qu'ils cliquent, etc. Qu'est-ce qui marche bien? Quels sont les sujets qui marchent bien? Quels sont les emails qui marchent bien? La présentation de l'email aussi est importante. Quand est-ce que ça fonctionne et quand est-ce que ça fonctionne moins par rapport à nos taux d'ouverture, nos taux de clic, nos taux de conversion, etc. Donc, regardez vraiment des indicateurs de performance pertinents et en fonction de ça, optimiser. On vous dit parfois, il vaut mieux envoyer les emails le mardi, le jeudi, le matin, le soir, etc. La vérité, c'est que chaque entreprise aura une situation un petit peu différente. Si vous livrez par exemple des paniers repas, aux entreprises pour le midi, c'est pertinent d'envoyer vos emails les jours de semaine avant 11 heures quand les gens commencent à se poser des questions sur qu'est-ce qu'ils vont manger à midi. Ça ne sert à rien d'envoyer à 16 heures, ça ne sert à rien d'envoyer un dimanche. Par contre, si vous vendez des voyages ou des billets d'avion, c'est peut-être plus pertinent d'envoyer vos emails le soir ou le week-end quand les gens ont du temps et peuvent passer du temps à réfléchir où est-ce qu'ils vont partir en vacances. Donc, il n'y a pas de règle fixe pour l'envoi des emails. C'est plus en fonction de votre business, évidemment, une certaine logique d'envoi, mais aussi en fonction de ce que vous avez pu observer dans les résultats de vos emails. Donc, qu'est-ce qui marche pour vous et ce qui marche pour vous, pas forcément ce qui marche pour les autres. L'envoi, l'objet, le message, la mise en page du message, les sujets abordés, tout ça va être analysé et les résultats des emails précédents vont vous permettre de travailler à vos emails suivants. Avant de pouvoir se lancer dans tout ça, évidemment, il faut d'abord construire et qualifier une liste de contacts. Et pour ça, évidemment, la data, la donnée est très importante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à vous de collecter votre base de données. Il faut éviter d'acheter des bases. D'abord parce que c'est plutôt illégal et puis ensuite parce que souvent ce sont des bases qui n'ont pas une vraie qualité de données. C'est-à-dire que les emails ne sont plus bons, les gens ont changé d'entreprise, etc., etc. Donc, il va falloir collecter vos données. Ça, c'est facile. On utilise son site, on utilise, bon, ça peut être la page d'accueil, ça peut être une page dédiée, ça peut être le blog, ça peut être les réseaux sociaux. On va avoir un formulaire opt-in, c'est-à-dire que les gens font l'effort eux-mêmes de vous donner leur consentement. Et ça va nous permettre de collecter des adresses email. On va aussi faire de l'inbound marketing, c'est-à-dire qu'on va créer des contenus. Je crée par exemple un template de fiche de paye que je distribue gratuitement. Il faut juste me donner un nom, un prénom, une adresse email que moi je vais collecter pour plus tard. Je vais créer un livre blanc, un cas client, etc. Je les partage et je collecte des adresses email. C'est ce qu'on appelle un inbound marketing. Je crée des contenus pour vous faire venir chez moi et pour à la fois m'imposer comme un expert sur un sujet, mais aussi collecter de la donnée sur vous, sur votre entreprise ou sur vos habitudes d'achat si vous êtes un particulier, pour pouvoir ensuite vous contacter et vous vendre des produits ou des services. L'événementiel est très digitalisé aujourd'hui et permet aussi de collecter de la donnée. On peut penser à un webinar, mais même un salon ou un atelier fait à l'extérieur. On va inviter les gens à s'inscrire via un site, via une plateforme. Donc, on va collecter là aussi de la donnée et cette donnée, on va pouvoir l'utiliser notamment dans l'email. Et puis, les réseaux sociaux vous permettent aussi de partager vos formulaires d'inscription à la newsletter, vos contenus à télécharger, etc. Vous pouvez organiser des jeux concours, etc. Tout est possible pour collecter des adresses email et enrichir votre base de données pour ensuite l'utiliser et envoyer des emails à tout le monde. On n'a pas besoin de millions de contacts. Une liste de 300 contacts engagés peut convertir mieux qu'une liste de 10 000 contacts froids. À partir du moment où ce sont des gens pertinents qui s'intéressent à vos produits et services, c'est intéressant. Si vous êtes spécialisé dans le golf, par exemple, et que vous avez 5 000 pratiquants de golf, avides de golf et qui s'intéressent vraiment au sujet, c'est plus intéressant que si vous avez une liste de 100 000 personnes, dont seulement un tiers pratique plus ou moins le golf ou en entend parler mais ne sont pas forcément des mordus de l'activité. Donc, on va collecter
Évidemment, on va collecter dans les règles de l'art, hein, puisque qui dit gestion des données dit aussi RGPD. Le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données. C'est-à-dire qu'il faut demander le consentement des utilisateurs. Il faut proposer un lien de désinscription aussi dans tous les emails que vous envoyez. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens ne font pas ça. Ils prospectent ou ils envoient des emails à des contacts. Sachez que vous n'envoyez que vous envoyez un email à une personne dans le cadre d'un contact professionnel, par exemple, ou à 100 000. Dans tous les cas, si c'est du démarchage, il faut qu'il y ait un lien de désinscription, c'est très important. Et puis, il faut protéger la donnée que vous collectez, c'est-à-dire la stocker, assurer sa sécurité, etc. Je vous rappelle, hein, que le démarchage commercial est autorisé sans consentement sur les adresses email professionnelles, par exemple @carrefour.fr. Vous pouvez envoyer un email sans avoir demandé le consentement, mais il faut un lien de désinscription. Et que le démarchage commercial est interdit en revanche sans consentement sur les adresses email personnelles. Donc un Gmail, un Yahoo, un Hotmail, il faut avoir le consentement de la personne avant d'envoyer des emails de prospection commerciale ou des newsletters. Et le RGPD s'applique à toutes les entreprises de l'Union européenne ou toutes les entreprises qui travaillent avec l'Union européenne. Ça peut être une entreprise basée au Brésil qui a des clients en France ou en Allemagne, par exemple. Donc, bien penser au RGPD, collecter et ensuite segmenter sa base. Segmenter sa base, ça veut dire regrouper des contacts en sous-groupes homogènes. L'idée, c'est pas d'avoir des dizaines de listes différentes. On a une liste d'emails, on a peut-être deux ou trois. Par exemple, si on fait plusieurs pays, on peut avoir une liste France, une liste Allemagne, une liste Belgique. Mais ensuite, c'est plus par la segmentation qu'on va travailler ces listes. On va diviser, ça peut être hommes-femmes, ça peut être les gens qui habitent dans le nord, les gens qui habitent dans le sud, ça peut être par catégorie socio-professionnelle, ça peut être par âge, etc. Pour pouvoir ensuite personnaliser les messages, adapter ces messages aux différents segments d'audience et aussi pour pouvoir enrichir la base de données. Plus on segmente, plus on accumule d'informations sur sa base, et donc plus on enrichit la base avec des informations sur nos clients ou sur nos prospects. La base de données, il faudra aussi l'entretenir. Ça fait partie aussi des raisons légales et du RGPD. On doit gérer les désinscriptions. On doit nettoyer les adresses email. Quand les adresses email ne sont plus bonnes, elles doivent être nettoyées automatiquement. On ne doit pas avoir une base de données avec beaucoup d'adresses qui ne sont plus efficaces. Donc, il faut nettoyer régulièrement. Il faut enrichir les contacts, comme je disais, en apportant de l'information. Et il faut essayer d'optimiser la délivrabilité, hein, c'est-à-dire le nombre d'emails qui arrivent effectivement dans les boîtes des utilisateurs, puisqu'on sait que si on envoie 1000 emails, on n'aura pas 1000 emails qui vont arriver, il y en aura 10, 15, 20, peut-être 100 qui n'arriveront pas. Il faut optimiser ce chiffre-là. Il faut optimiser le taux d'ouverture et les taux de clics, c'est-à-dire le nombre de gens qui vont ouvrir nos emails, qui vont cliquer dedans, par rapport au nombre de gens qui ont reçu l'email en général. Et pour ça, pour obtenir tout ça, il faut justement concevoir des emails qui sont pertinents, depuis l'objet de l'email jusqu'au CTA, jusqu'à la mise en page, le design, la personnalisation. Tout ça va vous aider à optimiser la délivrabilité, le taux d'ouverture et le taux de clic, qui sont des éléments essentiels, des indicateurs de performance essentiels dans l'email marketing. L'objet de l'email est très important, hein. On dit que 47% des ouvertures d'email, pardon, sont décidées uniquement par l'objet de l'email. D'autres sources vous diront que c'est 35%. C'est difficile d'avoir un chiffre exact, mais ce qui est sûr, c'est qu'on regarde avant tout, avant d'ouvrir un email, on regarde l'objet de l'email. On a tous l'expérience d'avoir fait ça et on a tous des sujets qui nous intéressent et d'autres qui nous intéressent moins. Donc, soigner l'objet est important. On peut déjà miser sur la personnalisation de l'objet, être très explicite et plutôt concis pour expliquer exactement ce qu'on va proposer à l'utilisateur qui veut lire notre email. Éviter trop de ponctuation, des points d'exclamation dans tous les sens, éviter trop d'émojis aussi, pour pas que ça soit considéré comme un spam ou que ça fasse peur ou que ça ne soit pas très professionnel. On peut aussi utiliser l'A/B testing, c'est-à-dire le fait d'envoyer des objets différents
sur un même email qu'on va couper en deux. Par exemple, on envoie la moitié de la base avec un objet, l'autre moitié avec un autre objet, puis on voit ce qui fonctionne le mieux. Est-ce qu'il vaut mieux parler de promo ou de solde? Est-ce qu'il vaut mieux inviter les gens de manière un petit peu agressive ou au contraire être dans quelque chose de plus soft? On peut tester tout ça et choisir ce qui convient le mieux à notre stratégie et à notre entreprise. Et puis, il y a le pré-header aussi, le texte qui est visible sous la ligne d'objet. Vous avez sans doute vu ça. En plus de l'objet, on va avoir un complément de l'objet qui peut nous permettre de compléter ce qu'on a dit dans l'objet, donc d'être un peu plus long et d'inciter à l'ouverture de l'email. Donc, travailler l'objet, c'est important. C'est déjà la porte l'entrée de l'email. Ensuite, il y a l'email en lui-même. L'objet doit nous servir à ouvrir l'email, c'est-à-dire à inciter les gens à le lire. La personne va cliquer pour lire de l'email. Ensuite, il faut qu'elle le lise et qu'elle agisse, qu'elle s'engage avec notre email. Pour ça, on a besoin d'un objectif très clair, on a besoin d'un message pertinent et on a besoin d'un bon CTA, un CTA, Call to Action, je vous rappelle. Euh, L'objectif, c'est quoi? Ça peut être de la notoriété, ça peut être du trafic, ça peut être de la conversion, inscription, abonnement, achat, etc. En général, on va avoir un focus sur un seul objectif, surtout dans l'emailing de prospection. On est soit sur de la notoriété, soit sur de la vente. On essaie de ne pas faire les deux. On écrit à une personne, donc on va utiliser les personas marketing, c'est-à-dire qu'on va personnaliser nos emails en fonction des gens à qui on s'adresse. On va travailler sur le design, avoir un design qui s'adapte au téléphone mobile, qui s'adapte à l'écran d'ordinateur, qui s'adapte à la tablette, qui est responsive, donc qui s'adapte aux différents formats. Et puis, on va travailler sur le CTA. Là, par exemple, on a un bouton ici à gauche en noir qui s'affiche bien. C'est le call to action. C'est là qu'on va dire, je suis intéressé, j'achète, j'y vais, je fonce. En général, on donne la parole au lecteur. Donc, aujourd'hui, on utilise beaucoup la première personne pour faciliter ça. Et puis, on va personnaliser notre email. L'idée, c'est que la personne soit intéressée par l'email, trouve un message qui l'intéresse et répondre au CTA proprement. Le CTA, donc, plus dans le détail, avec ici un exemple des trois Suisses, le call to action, c'est en général un bouton visible, un message clair et on vous indique clairement ce qu'il faut faire. Les trois Suisses vous proposent 15% sur votre prochaine commande. Il y a un code, c'est spécial, c'est très clair. Et dessous, il y a un bouton qui vous dit je fonce. Comme je disais tout à l'heure, avant, on disait acheter, commander, etc. On s'est rendu compte que, un, on donnait un ordre au lecteur et que ce n'était pas forcément efficace. Et que deux, on l'engageait. Acheter, commander, ce sont des termes assez engageants, alors que les gens préfèrent ne pas s'engager tout de suite. Donc aujourd'hui, on dit j'y vais, je fonce, je me renseigne, etc. C'est je, donc c'est moi qui ai le sentiment de choisir ce que je fais. Et puis, il y a un sentiment, c'est moins engageant. Je vais voir, hein, pour l'instant, je n'ai pas décidé. Je vais déjà voir de quoi il s'agit. Je n'ai pas encore dit que j'achetais ou que je commandais. Et puis, il y a un sentiment d'urgence aussi. Je fonce, ça veut dire il faut y aller maintenant. C'est rapide, c'est tout de suite. C'est 15%, ça ne va pas durer. Donc, il faut en profiter tout de suite, hein. C'est ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out en anglais. Ça veut dire il faut que je profite de cette opération pendant qu'elle est disponible. On rend le pouvoir à l'utilisateur et on lui donne un sentiment d'urgence sur un message qui est très clair. Vous pouvez profiter maintenant de 15% offert sur votre première commande. Et bien sûr, il arrive sur une page qui correspond à ce qu'il a vu. Il y a des promos, il y a des produits, voilà, tout est ici. Je vais pouvoir acheter rapidement et donc accomplir l'action pour laquelle je suis venu sur le site des Trois Sous. Dernière étape, suivre, analyser et optimiser. Il faut mesurer pour pouvoir progresser. Pour ça, les plateformes d'envoi d'emails sont très utiles. Je pense à des gens comme Mailchimp ou Brevo, hein, c'est la colonne de gauche. On a des plateformes dédiées qui vous permettent de collecter une base de données, de designer des emails, d'envoyer des emails et de traquer les résultats. Elles vont vous donner les taux de délivrabilité, les taux d'ouverture, les taux de clics, les taux de rebond, etc., etc. Les CRM peuvent être utiles comme HubSpot et Salesforce qui aujourd'hui font de l'envoi d'emails et proposent des fonctionnalités assez similaires. Et puis après, il y a des logiciels d'automatisation qui, eux, sont plus adaptés à des emails automatisés et moins peut-être à de la newsletter ou à de l'emailing de prospection. Je pense à Lemlist, ActiveTrail, etc., qui vont être plus sur des logiques de scénario et d'envoi d'emails en série, comme j'ai présenté tout à l'heure. Donc, on va utiliser l'un de ces outils au moins pour pouvoir suivre nos résultats
et optimiser nos envois d'email. Les KPI de l'email, on en a déjà un petit peu parlé. On va retrouver le nombre d'emails envoyés, la délivrabilité, c'est-à-dire le nombre d'emails qui ont effectivement été reçus dans les boîtes aux lettres, le nombre d'emails ouverts, taux d'ouverture, le nombre de clics, taux de clics, le nombre de conversions. Éventuellement, on peut aller jusqu'à traquer les abonnements, traquer les demandes de démo, traquer les achats. Le nombre de désinscriptions est important, j'en ai déjà parlé. Les hard bounce et les soft bounce, c'est-à-dire les emails qui ont rebondi, ne sont pas arrivés à l'utilisateur parce que l'adresse email n'est plus valide ou simplement parce qu'il y a eu un problème de serveur. Et aussi le nombre de plaintes, parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire je n'ai pas demandé à recevoir ces emails. Des fois c'est vrai, des fois c'est faux, mais ce sont des plaintes et c'est important de le savoir parce que ça peut affecter votre délivrabilité et puis l'image de votre entreprise, puisque vous avez des gens qui se plaignent de recevoir vos emails. Donc il faut savoir pourquoi. Est-ce qu'ils ont oublié? Est-ce qu'on a inscrit des gens par erreur? Est-ce que ça ne les intéresse pas? Etc., etc. La délivrabilité, j'en ai parlé, c'est très important. Ne pas finir en spam. Pour ça, il y a des règles. Il faut clairement identifier l'expéditeur. Donc, il faut que les gens sachent qui vous êtes et pourquoi vous leur envoyez cet email. Il faut nettoyer sa base régulièrement pour ne pas avoir trop de mauvais emails d'adresse erronée, parce que ça va bloquer dans les serveurs et les serveurs vont considérer que vous êtes un spammeur et bloquer tous vos emails. Il vaut mieux faire des envois par batch, c'est-à-dire ne pas envoyer 1 million d'emails d'un coup, mais plusieurs fois 100 000. C'est toujours plus pertinent. On les envoie toutes les 5 ou 10 minutes, hein, mais on fait des envois par batch. Et il faut essayer de limiter au maximum les désinscriptions et les plaintes, comme on a un exemple ici, en envoyant des emails qui sont pertinents à des gens qui ont demandé à les recevoir et qui reçoivent quelque chose de personnalisé. On peut aussi faire de l'A/B testing hein, dans l'emailing, c'est-à-dire tester, j'en ai parlé tout à l'heure, l'objet, mais aussi tester les expéditeurs. Qu'est-ce qui marche mieux? Est-ce que c'est quand je dis Sophie des Trois Suisses ou est-ce que c'est quand je dis juste les Trois Suisses? Tester le contenu, tester l'heure d'envoi et le jour d'envoi, on en a parlé. On va segmenter, on va personnaliser, on va optimiser, on va travailler sur les landing pages, hein, ces pages d'atterrissage une fois qu'on a envoyé un email, et on va étudier la fréquence de nos envois pour s'adapter à notre audience, à notre marché, à notre industrie et à la façon dont on veut envoyer des emails pour qu'ils soient pertinents, mais aussi pour qu'ils soient efficaces. Pour aller plus loin sur le sujet, le CNFCE propose différentes formations sur l'emailing j'anime pour certaines d'entre elles. Formation emailing en marketing, automatiser ses campagnes, etc., etc. Je vous invite à aller voir directement sur le site du CNFCE la partie formation marketing et vous pouvez chercher directement les formations qui vous intéressent. Voilà, je suis allé un petit peu vite hein, pour aborder vraiment les différents sujets de l'emailing en 30 minutes comme ça. On n'a pas le temps de vraiment s'arrêter sur chacun des sujets, mais il y aurait vraiment de quoi discuter pendant des heures. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est justement de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, allez-y, je suis là pour ça. Merci Bertrand. Alors, il y en a eu des questions. D'abord, première question, est-ce qu'il vaut mieux externaliser sa stratégie emailing ou la gérer en interne? Quels sont les critères de décision? Euh, alors, idéalement, il vaut mieux internaliser tous les canaux du marketing digital, hein, parce que ce soit l'emailing, les réseaux sociaux, l'influence, etc. C'est-à-dire d'avoir des gens en interne, c'est toujours plus pertinent. Pourquoi? Parce qu'une agence, elle n'a pas forcément les connaissances de votre marché, de vos clients, etc. Vous mettez un intermédiaire entre vos clients et vous. Cela dit, je conçois, j'ai moi-même été agence, hein, donc vous voyez, je peux parler vraiment des deux côtés. Je conçois qu'on n'a pas forcément le temps, les ressources humaines, les ressources techniques aussi. Par exemple, créer des vidéos, créer des designs, créer des templates, créer des textes. On n'a pas forcément les ressources en interne, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément les équipes pour ça. Donc ça dépend un petit peu de la structure de l'entreprise. Les grosses entreprises ont évidemment des gens qui sont là pour ça et des équipes complètes dédiées aux canaux. Si on est sur une plus petite structure, on peut aussi externaliser. Les deux sont possibles et on peut arriver à des très bons résultats en externalisant, mais il faut garder un œil sur ce qui est fait et il faut être sûr voilà, que les enjeux de l'entreprise, ses produits, sa stratégie sont bien compris par le partenaire qui travaille avec vous. Autre question, est-ce que l'emailing a encore un avenir face à l'essor des
des chatbots et des messageries instantanées, WhatsApp, SMS, etc. Alors, oui, c'est ce que je disais un petit peu en intro, et c'est une question intéressante et pertinente parce qu'on entend beaucoup. En chattant plus, on email moins. C'est vrai que nous tous, avant, on envoyait plus d'emails, maintenant, on va faire plus de chats, voire peu d'emails, pas beaucoup. Cela dit, l'email a encore des avantages, hein. La multicopie, par exemple, on peut faire des groupes de chat, mais vous avez vu que ça devient vite une usine à gaz, un groupe de chat, alors qu'un email un email envoyé à une dizaine de personnes, c'est beaucoup plus simple. La newsletter est pertinente aussi par email. On a tous une adresse email, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors que le chat, il y en a qui vont préférer WhatsApp, d'autres Messenger, d'autres ça va être sur Snap, les plus jeunes, ou sur Instagram. Donc, l'avantage de l'email, c'est qu'il a quand même cette base commune et qui touche l'ensemble des populations. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer d'autres canaux, mais moi, je pense que l'email est là pour durer. Il y a de plus en plus d'emails, hein. Il y a de plus en plus de gens qui ont des adresses email, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont connectés. Et il y a de plus en plus d'envois d'emails. On utilise de plus en plus d'emails. Donc, ça reste un canal pour moi qui est pertinent pour les années à venir. Alors, comment réengager une base froide sans spammer? Alors, réengager une base froide sans spammer, justement, je disais tout à l'heure, il faut éviter les désabonnements, mais finalement, j'ai envie de dire de manière assez crue, hein, et on est entre nous, un lecteur qui n'agit pas, c'est-à-dire ou un abonné qui n'ouvre pas vos emails, qui ne clique pas, qui ne fait rien du tout, au bout d'un moment, vous n'en avez plus besoin. C'est-à-dire qu'il risque de vous coûter un peu d'argent en contact, puisque souvent les plateformes vous facturent au contact. Donc, il faut segmenter, hein, mais les gens qui vraiment n'ont pas agi avec votre base, n'ont pas ouvert vos 12 derniers emails, par exemple, vous pouvez envoyer quelque chose d'un peu plus agressif. Alors, agressif au sens commercial, hein, pas au sens menaçant, évidemment, mais quelque chose d'un peu plus agressif. Dernière opportunité pour profiter de nos... Voilà, un truc très commercial pour les inciter à agir. Et si ils se désinscrivent, bon, bah là, de toute façon, ils n'étaient pas intéressés. Donc, on a perdu les gens qui au final, n'étaient pas intéressés. Donc, voilà, il y a un équilibre à trouver, en fait, entre les gens qu'on veut garder et ceux qu'on veut relancer et avec lesquels on peut se permettre un peu plus d'agressivité commerciale. Donc on va bien segmenter sa base et ceux qui réagissent pas ou qui depuis longtemps sont présents mais ne sont pas clients, on va essayer de les faire réagir. Et réagir, ça peut parfois être se désinscrire, mais l'idée, c'est voilà, leur proposer des choses un peu uniques, un peu spéciales pour qu'elles répondent à nos emails. Alors, comment archiver et prouver le consentement en cas de contrôle? C'est l'intérêt des plateformes comme Brevo ou Mailchimp, hein. Moi, je fais pas j'ai pas d'intérêt chez eux, mais je les recommande en utilisation ou les CRM, hein, comme HubSpot ou Salesforce, parce que eux s'occupent de ça. C'est-à-dire que eux vont traquer qui s'est inscrit. Est-ce que les gens sont inscrits eux-mêmes, ou c'est vous qui les avez ajoutés à la plateforme? Parce que vous avez le droit d'ajouter des gens si vous avez leur consentement. Tout ça est traqué par la plateforme. Si vous le faites vous-même en interne, si vous développez vos propres solutions, bon déjà pour l'envoi d'emailing, c'est difficile, hein, parce qu'on ne peut pas envoyer des emails à plus de 30 personnes, à mon avis, via Gmail. On peut techniquement, hein, mais je veux dire, au-delà de 30 personnes, ça devient ingérable et il vaut mieux passer par un outil dédié d'envoi d'email. Mais si vous le faites en interne, il faut que vous ayez un document où vous traquez les inscriptions et que vous soyez capable de dire comment les gens se sont inscrits et comment vous avez eu leur consentement. Mais en travaillant avec des plateformes, vous n'avez pas ce souci. La plateforme garantit le respect du RGPD. Euh, Quels sont les ratios idéaux entre texte et image pour éviter les filtres anti-spam? Honnêtement, je ne saurais pas répondre à ça de manière très précise. Le problème n'est pas tellement d'avoir des images ou des textes. Le problème va plus être dans le type de texte et le type d'image utilisé. Ce qu'il faut aussi, c'est que l'email se charge rapidement. Pas simplement pour l'anti-spam, mais pour le lecteur. Si j'ouvre un email et puis qu'il y a deux, trois images qui ne se chargent pas avec des textes au milieu, ça n'a pas l'air très clair, pas l'air très pro. Je ne vais pas le lire. Je vais abandonner. Comme on a dit tout à l'heure, on est surexposé. Donc, ce qu'il faut, c'est que ça soit facile à lire. Les images, c'est bien parce qu'on aime tous des images. Une image, c'est 1000 mots, comme on dit, etc. Donc ça vend bien. D'un autre côté, des fois, vous avez des emails qui marchent très bien, qui sont des emails pur texte. Ça marche très bien en plus parce qu'en le personnalisant un peu, on peut faire croire qu'on a écrit à la personne. On écrit directement à une personne et pas à tout le monde. Dès qu'il y a des images, on sait que c'est une newsletter. Un texte, on pourrait imaginer qu'on nous a écrit à nous personnellement. Donc ça marche très bien aussi les textes. Ça dépend un petit peu du sujet et de la longueur. Il faut harmoniser pour que ça soit joli,
rapide à charger, instructif, et que la personne y trouve son compte, c'est-à-dire soit intéressée par le compte. N'hésitez pas à poser votre question s'il y en a d'autres. Là, vous avez donc le contact privilégié de notre directrice des ventes qui gère donc les formations inter et intra. Vous pouvez la contacter pour faire part de vos demandes de formation ou avoir quelques renseignements sur les programmes qu'on propose. D'accord, très bien. Moi, je tiens à remercier tout le monde hein, pour votre participation. Effectivement, j'interviens sur des sujets liés au marketing digital, à la vente, à la négociation commerciale, l'acquisition de clients et de prospects. Et merci à vous, merci au CNFCE aussi d'avoir organisé ce webinaire. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.